Pierre-Yves Rougeron, bonjour. Nous Bonjour. sommes une semaine après le second tour des élections législatives, donc ça y est, nous connaissons la composition de l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années, enfin 5 sauf éventuelle dissolution, même si c'est assez improbable. Donc avec une majorité absolue pour le groupe La République En Marche. On parle de 7 voire 8 groupes parlementaires qui pourraient commencer la mandature. On verra bien ce que ça donnera par la suite. Et donc on va commencer donc cette vidéo par un commentaire rapide des résultats de second tour qui ont donc vu un petit correctif, une petite remobilisation des électeurs UMP, enfin républicains, et aussi un petit peu Front National qui a obtenu 8 députés, ce qui n'était pas forcément prévu après le premier tour. Et même France Insoumise, qui a un groupe à elle seule. Je crois qu'ils sont à 15 ou 16. 17. 17. Voilà. Hein, Et le PC est à 15 avec des apparentés probablement. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, en réalité, je pense que le neuromarketing Macron est en train de passer. C'est-à-dire qu'il y a eu une part de l'électorat populaire, parce que c'est l'électorat populaire, qui s'est déplacé alors qu'on ne les attendait plus après l'abstention catastrophique. Il y a eu un maintien d'une abstention énorme et rocambolesque. Mais il y a eu une volonté exprimée d'une partie de la population, pas de faire barrage à Macron, mais de ne pas lui laisser les pleins pouvoirs. Et alors qu'on attendait jusqu'à 400 députés, voire plus. Les pires estimations donnaient 460 députés sur 577. Là, on est à 360 à peu près, un peu plus de 360 pour La République En Marche. Ce qui, au passage, n'est que de 20 à 30 députés de plus que François Hollande. Il n'y a pas de quoi casser des briques, vu les moyens qu'ils y ont mis. Je pense aussi que la stratégie d'En Marche, qui a été de tenter de démolir psychologiquement une partie de l'électorat en présentant des gens totalement inconnus, souvent, parfois issus d'ailleurs, issus de départements limitrophes, voire totalement parachutés, et de leur interdire de faire campagne autant que faire se puisse. C'est-à-dire peu de prise de parole publique et jamais de débat. Pour essayer de vider toute contenance à ces élections et donc à motiver l'abstention, parce que contrairement à ce qu'on a toujours dit, l'abstention avantage les forts, n'avantage pas les opposants. Cette stratégie-là se retourne un peu contre lui. Ça, et disons l'entreléchage devenu absolument lamentable qu'une partie de la presse a pour lui et pour les siens. C'est-à-dire que là, on était à... je ne sais pas si vous avez vu sur Internet ces photos humoristiques de Poutine chevauchant un alligator, Poutine chevauchant un ours, etc. Eh bien, avec Macron, on a quasiment les mêmes sur BFM. Mis à part que là, pour le coup, c'est pas Photoshop et l'humoriste du coin dans sa cave qui a fait ça. On a vraiment on n'a pas vu ça depuis 81. C'est-à-dire vraiment ce nœud de majesté de la gogoche journalistique à la gogoche politique. Je pense que c'est ça a fait sa force. Et c'est en train déjà de faire sa faiblesse, parce qu'il est toujours aussi mal élu, son assemblée est toujours aussi mal élue. Un indicateur qui ne trompe pas, c'est les premières baisses, alors qu'il n'a rien fait, il n'a fait que parler. Et d'ailleurs, il a plutôt bien parlé depuis qu'il est là, il faut le reconnaître. Oui. On y reviendra sur son discours de politique extérieure, à mon avis. Il n'a fait que parler. Et pourtant, il baisse déjà. Alors que son gouvernement, pour l'instant, n'a rien fait, mis à part multiplier les couacs et une affaire judiciaire jour, ou une dinguerie jour. Par exemple, cette sympathique députée En Marche qui dit « L'Assemblée le mercredi, moi j'ai tennis ». Pourquoi pas, hein. Après tout, le Parlement français est une chambre d'enregistrement pour l'Union européenne. Alors, entre ça et aller au tennis ou au squash, pourquoi pas. Peut-être juste éviter de le dire. Quand on a un peu de respect pour la fonction, oui, mais là, malheureusement, on n'en est plus là. Ça, c'est pour La République En Marche. Alors, le PS, c'est... Là, je sais d'ailleurs qu'en bas a démissionné, d'ailleurs.
Alors, je ne peux pas lui en vouloir. Là, pour le coup, mieux vaut aller au tennis. Le mausolée à la rue de Solferino, qu'est-ce qu'on fait pour sauver les meubles? On pourrait les vendre. Donc, bon, là, le PS, au moins, c'est un enterrement de première classe. Valls aurait sauvé sa peau, visiblement. À quel prix? À quel prix? Il est celui que tout le groupe En Marche appelle le pestiféré. C'est sorti dans le Canard enchaîné. Là, il va raser les murs pendant 5 ans. Pour l'instant, il y a une potentielle contestation d'ailleurs du score. En plus. Donc bon. Par contre, donc voilà. Ça m'impressionne pas. Surtout que là, il y a de véritables dysfonctionnements dans le bloc En Marche. C'est-à-dire que là, ils n'ont même pas encore ouvert un dossier que déjà les ministres s'engueulent entre eux. En plus, il y a eu la purge anti-Bayrou sur laquelle on va revenir, etc. Donc ça m'impressionne modérément. Bon, l'OPS, on l'a dit, c'est cuit. Les Républicains, donc ça s'est confirmé. Toute la droite hors les murs a été flinguée, vu que Nicolas Dhuicq a perdu, donc c'était le dernier. Le seul qui reste, c'est Aubert, c'est-à-dire le moins influent, celui qui a le moins de conviction de toute cette branche-là. Le Marais a un peu survécu, faut être honnête, mais c'était totalement prévisible. Et là, il nous offre en plus de super duels de couloirs pour sauver l'espérance de caisse restante entre ces personnages éminents que sont Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, ces types humains avancés de l'humanité à venir, arbitrés, je crois, par Brice Hortefeux, comme quoi on reste entre intellectuels. Ça va même pas être drôle pour les Républicains, parce que là, ça va être l'opération bilan, double bilan du ratage de H de Barouin, bilan du ratage de Fillon, parce que là, qui n'a toujours pas eu le temps d'être fait. Ça va être folklorique. Par contre, ceux qui pensent pouvoir faire l'union des droites, ils vont devoir la faire avec des fantômes, parce que Wauquiez n'a pas de troupe. Il n'a ni troupe ni courage. Je rappelle que lui n'y est pas allé aux législatives. Donc... Ouais, il n'a pas perdu, du coup. Ah, mais il n'a pas perdu. Mais par contre, pour se taper les réseaux Barouin-Bertrand, vu que c'est les mêmes, ceux qui le veulent trouveront de quel réseau je veux parler, pour le coup, facilement dans la biographie des deux personnages, s'attaquer à ça tout seul, sans troupe, je lui souhaite bien du plaisir. En plus, il y a eu la scission de leur groupe parlementaire avec les constructifs. Alors là, on est dans le gag total. Là, c'est parce que si les uns sont constructifs, je vous laisse deviner ce que sont les autres. Donc, Patrick Buisson a raison sur un point. La recomposition est en cours, elle peut apporter... Alors lui, il pense qu'on peut tout en attendre, même le meilleur. Je pense qu'on va d'abord en attendre le pire. Ça, c'est un point. Donc la France Insoumise, bonne performance de Mélenchon, il a un groupe tout seul, il n'a pas à mendier. Bon, il y a quand même un scandale avec une de ses députées, là, Madame Obono, ou je sais plus comment là, par contre, c'est là... mais tout à fait, tout à fait. Alors, le vrai problème de cette affaire, c'est pas de dire vive la France, etc., une députée, c'est de dire que quand on est ennemi d'un pays, on se fait pas élire et on ne touche pas 7200 € d'émoluments par mois d'un pays qu'on déteste tant. Ou non. Deuxièmement, c'est le seul revers que Mélenchon a encore et contre lequel il ne peut rien faire pour l'instant. Il faut pas oublier une chose. La France Insoumise est issue du parti de gauche et du front de gauche, qui étaient des nébuleuses, pas des partis pyramidaux comme on l'a à droite, et pas non plus un parti féodal avec, comme les LPS, avec des écuries, etc. Mais pas non plus un parti vertical, triangulaire comme les Républicains, ou comme alors là, en plus, le Front National. Pas du tout. C'est une nébuleuse, la France Insoumise. Et malheureusement, dans la nébuleuse, il y a les gauchistes, qui sont l'équivalent des radicaux de droite, dont Jean-Marie Le Pen avait dit qu'un jour où il fut bien inspiré, qu'ils étaient des boulets, et Mélenchon traîne ses boulets. Il devra choisir entre le destin qui lui reste et eux. Sinon, tous les efforts qu'il a fait, parce qu'il a fait des efforts colossaux, je l'ai déjà dit, et je le maintiens, se seront avérés inutiles. Ensuite, là, il est attaqué, il a en plus à peine 2 membres de plus que ce qui est nécessaire pour faire un groupe, donc il ne peut pas lâcher
Mais Oui, puis lui, il n'aura pas de députés apparentés qui voleront à son secours. vu les ordres qui ont été donnés, ça me surprendrait beaucoup. Et surtout, je pense, parce que tout le monde voit que Mélenchon, qui est si éloquent, a fait le strict minimum pour la défense, c'est-à-dire « Oh, c'est pas sa faute, elle est noire, elle est femme ». Jean-Luc, tu nous as habitués à mieux. À croire que tu y crois modérément. Surtout qu'en plus, elle avait, je crois, condamné les caricatures de Charlie Hebdo, ce qui, pour quelqu'un qui aime la liberté d'expression, pose débat. On en vient au cas du Front National. Le Front National a réussi. On attendait une seule députée dans les pires, qui était Marine Le Pen, qu'elle était quasiment sûre d'être élue, et on en a 8, ce qui est plutôt bien vu. Ensuite, je pense qu'il faut tenir, vis-à-vis du Front National, il faut prendre les bonnes conclusions. Premièrement, c'est le positionnement ouvriériste et de patriotisme social qui a été validé. Je rappelle que sur les 8, 5 sont élus, 5 sont élus dans le Nord. Oui. Et tous... Dans Pas-de-Calais-Picardie. Dans Pas-de-Calais-Picardie, et une bonne partie dans les bassins ouvriers. Je mets de côté la réélection de Gilbert Collard et la réélection de Louis Alliot. Alors, déjà, à mon avis, parce que pour celle de Gilbert Collard, il y aura peut-être des recours. Parce que celle de Gilbert Collard et celle de Louis Alliot reposent sur des microcosmes locaux. Pieds noirs. Pieds noirs, et dans le cas, et réseau de Rotary Club droitier pour Gilbert Collard. Voilà. La seule qui représente l'Union des droites, c'est Madame Ménard. Oui. Ça, c'est certain. Bon, qui s'appuie aussi sur le bilan peut-être pas si mauvais de la mairie de Béziers, de son mari. Tout à fait, qui a déjà en plus une implantation locale. Voilà. Alors donc, pour une fois, c'est plus Madame Duverger. Là, pour l'élection, elle s'est appelée Madame Ménard pour oui, tout à fait. Pour rappeler le nom de son mari. Donc, on a ensuite, le positionnement social est validé, mais par contre, il y a un résultat qui doit interroger. C'est le résultat de Calais, qui a été une élimination lourde, ce qui prouve qu'à un certain moment, le discours anti-migratoire, qui est tout à fait nécessaire, tout à fait utile, qui n'est pas critiquable sur le fond, doit quand même pouvoir être présenté différemment, parce qu'à un certain degré de problème migratoire, c'est ceux qui devraient voter c'est ceux qui devraient se plaindre de l'immigration qui ne vont pas voter. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que les conséquences du vote empirent le mal par la brutalité ou la violence. Sinon, il n'y aurait pas eu ce type d'effondrement à Calais. Parce que Calais, le vote Front National présidentiel, je crois, avait été multiplié par 3, 4 ou 5, un truc comme ça. Un truc énorme. Bon. Et là, ça s'est tassé. Alors que la circo de Calais était donnée gagnable par tout le monde. Bon. Autre chose, il n'y a pas de tenant ni de la ligne, puisque les tenants de la ligne sociale étaient beaucoup plus dans l'Est que dans le Nord parmi les ténors, ils n'ont pas d'élus. Les anciens proches de Marion Maréchal non plus, d'ailleurs. Ça va poser, au moins ça ne posera pas de problème d'équilibre interne, en espérant que tout le monde s'en tire en bonne intelligence, parce que bon, il n'y a pas de raison particulière, il y a des bilans à tirer certainement, il n'y a aucune raison que ça tourne mal, vu que certains positionnements qu'on a dit minoritaires ont néanmoins prouvé leur utilité lors des législatives. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a à dire sur ce deuxième tour. J'ai 2 coups de chapeau à faire. La réélection de Jean Lassalle, la réélection surtout de Nicolas Dupont-Aignan, qui méritait d'être sauvé. Il y a un point, mais ça, c'est malheureux, mais dans le système de l'Union européenne, c'était évident que ça arriverait un jour. Nous avons au moins 3 à 4 députés qui veulent la dislocation du territoire. Nous avons eu un indépendantiste du Pacifique, 3 indépendantistes corses. Il était tout à fait normal que dans la faiblesse d'État qui est la nôtre, ça finisse par arriver. Ensuite, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans une chambre d'enregistrement et que le mal qu'ils pourraient faire, ils ne pourront pas le faire.
C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire de ce second tour. Et puis, dans le même temps, il y avait donc le remaniement ministériel. Donc Ferrand est parti à l'Assemblée nationale. Et les ministres MoDem sont également partis. Donc Madame de Sarnez est parlementaire. Monsieur Bayrou retourne à la mairie de Pau. Tout à fait. Madame de Sarnez, d'ailleurs, ne sera pas la présidente du groupe d'une quarantaine d'élus MoDem. Oh. Oh. Bon, elle l'a annoncé avec sourire, alors peut-être qu'elle était triste, mais en tout cas, devant la presse... Vous faites la différence quand elle sourit ou quand elle fait physiquement parlant? Vous faites la différence, vous? Bah, j'essaye. Ah, vous avez de meilleurs yeux que moi. Et donc... Et donc, du coup, bah... Mais alors, bon, pour l'instant, ils se disputent pas encore, mais alors, qu'est-ce qui se passe? C'était la purge anti-MoDem? Monsieur Macron l'a éliminé. D'ailleurs, il a fait un des proches du président qui témoigne dans Marianne. Depuis le début, on voulait le virer. Oh là là là. Sous anonymat, c'est pas beau. Par contre, très joli coup. Très joli coup parce que il a devancé le pire des scandales, qui n'est pas celui des attachés parlementaires MoDem, qui au passage, je pense que sur cette affaire d'attachés parlementaires, grâce sera rendue, en tout cas par nos armées, à certains membres de partis populistes qui ont réussi à monter une partie du dossier. Mais en éclaboussant Bayrou, de toute façon, le président voulait sa mort. Au passage, blackout total pendant la présidentielle, alors que c'était déjà sorti. Oui, et même pression sur ceux qui en avaient parlé. Sarnez, elle, est virée parce que on fait un prix de gros, on prend Bayrou, et on prend son ancienne, bip, et je m'auto-censure pour éviter que d'autres le fassent. Par contre, le cas le plus intéressant, c'était Sylvie Goulard. Nous savions tous qu'elle était payée par un think tank américain. Et avant que ça sorte, on a préféré lui demander de partir. Elle était payée quand même la bagatelle de 10 000 € par mois. C'est pour ça d'ailleurs, là je m'adresse à Jean mal comprenant. Le aspirant En Marche et ancien troller identitaire. Pourquoi quelqu'un qui est payé par des think tanks américains serait la pire de toutes les défendresses de l'Union européenne? C'est là où il faut arrêter d'être Jean mal comprenant. Pourquoi? Parce que l'UE, c'était le contrepoids des États-Unis. Il y a des choses à aller chercher du côté de Sylvie Goulard, et c'est ça que le président Macron a voulu s'éviter. Nos armées lui en sont gré, d'ailleurs, il a mis une potiche, ce qui veut dire au passage que c'est Emmanuel Macron lui-même qui gère le ministère des Armées. Tout comme c'est lui qui gère le renseignement, sa fameuse task force n'étant, comme je l'ai déjà dit, que l'équivalent de la cellule spéciale qui était à l'Élysée sous François Mitterrand. Alors ça tombe bien, parce que M. Macron a dit qu'il avait de grands projets pour la défense européenne. Oui, bah, la défense européenne, c'est très simple, hein, ça veut dire déshabiller l'armée française. Après, comme Goulard, elle le voulait parce qu'elle, c'est une fanatique, l'avantage, c'est qu'elle s'est pris du plomb dans l'aile, ça va lourdement retarder les projets. Premièrement. Deuxièmement, je pense que l'armée a été vent debout contre elle, et que Emmanuel Macron, qui à mon avis retrouvera les bons conseils de Jean-Yves Le Drian, saura jusqu'où ne pas aller trop loin, parce que de toute façon, l'armée européenne, c'est la destruction de notre outil de défense. Et pourquoi faire? Parce que si on prend des décisions au niveau européen, c'est très simple. C'est très simple. En 2003, il y aurait une armée européenne, nous serions en Irak depuis 10 ans. Avec les résultats extraordinaires que vous pouvez constater tous les jours de l'intervention occidentale et de la démocratisation du pays. Bon. Je rappelle que nous avons stationné des soldats français à la frontière des États baltes qui n'ont aucune menace militaire. Je rappelle que l'armée des États baltes, si on prend les fantassins mis bout à bout, on est à 4000 hommes à 3 pays, et qu'en face, il y a 200 000 soldats russes. Croyez-vous sincèrement que le fait d'envoyer 50 soldats français changera quelque chose à ça? Rien. Et surtout, si Vladimir Poutine voulait les États baltes, d'un point de vue militaire, ce serait fait en 2 jours. Et tout le monde le sait. Je rappelle également que les États baltes n'ont, à eux 3, je crois, moins de 10 appareils de chasse et moins de 5 navires de combat. Donc, c'est pas le match va être court, mais intense. Donc, oui, mais on va pas ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu. Ce n'est pas la volonté des Russes. À un moment, il faut arrêter la parano. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a une armée européenne, elle se fera contre nos intérêts. C'est un outil superfétatoire, qui n'a aucun intérêt. Et qui dit unité de la politique de défense, dit unité de la politique étrangère. Or, l'Union européenne recouvre 6 zones géopolitiques différentes, et
je peux vous garantir une chose, les Portugais n'ont ni envie ni besoin d'avoir une politique nordique. Tout comme je suis intimement persuadé que les Baltes ou les Scandinaves ont des doutes sur l'utilité de leur, politique ibérique. Ou de la Guyane. Ou de la Guyane. Bien, donc on a fait un peu le tour sur ce remaniement, sur ces élections. Donc voilà, dans 50 ans, quand les gens voudront comprendre les élections, ils auront tout loisir de retrouver les vidéos si Internet et l'humanité existent encore. Bon, ça on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, tant que ça existe, on pourra retrouver vos commentaires agrémentés de mes relances. Et donc vous vouliez un petit peu, pour conclure cette série de 10 entretiens sur l'actualité politique, politicienne même, je dirais, de la France sur ces 2 élections importantes qui ont eu lieu. Vous vouliez conclure sur une vidéo que faire, ce qui est très ambitieux, mais aussi utile, probablement. Si vous voulez, pour le coup, même si je sais que ça m'est lourdement reproché, ce n'est pas, contrairement à ce que certains peuvent croire, par immodestie. C'est... si on tire le bilan, moi je suis avant tout un militant. J'ai fait à peu près tout ce qui est possible de faire dans le militantisme. J'ai aussi des manières parfois peu orthodoxes, mais qui au moins sont efficaces. Or, qu'est-ce qui nous a manqué ? Il nous a manqué... c'est la première fois, ce sera peut-être pas la dernière, mais il y a eu un changement extraordinaire que les gens n'ont pas vu. C'est la première fois qu'on doit réellement s'expliquer sur les causes de notre défaite. Parce qu'avant, la défaite était tellement évidente qu'on s'expliquait par l'évidence. Le système est trop fort. Cette fois, c'est un peu différent. Cette fois, une large part de la défaite repose sur nos fautes. Le système a prouvé que même coalisé pour un seul candidat, ce qu'il n'a jamais fait. Avant, il était coalisé pour un système, avec plusieurs voix. Il était derrière Hollande, il était derrière Sarkozy. Il n'était pas que derrière Hollande. Là, il n'a été que derrière Macron. Toute la force coalisée du système pour en arriver à quoi ? Mine de rien, le président le plus mal élu, l'Assemblée la plus mal élue, un groupe parlementaire à peine supérieur à celui d'Hollande. Il a le pouvoir, oui. Mais surtout, notre sympathique... notre Jupiter dépité va commencer à sentir la réalité. Là, par exemple, il a fait un discours de politique étrangère qui a impressionné, mais qui prend juste le contre-pied de son prédécesseur, parce que sur les grands dossiers, la France est out à cause des positions néoconservatrices. Pourquoi ? Parce que Macron n'a pas le choix. Il n'a pas le choix aussi grâce à tout le travail que nous avons fait de vulgarisation. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix aussi parce que, qu'il le veuille ou non, son prédécesseur dont il fut le conseiller a tellement abîmé l'État, et a tellement abîmé l'État particulièrement sous l'impulsion américaine aujourd'hui manquante, qu'il doit revenir à des positions de repli et donc des positions de sagesse. Parce que personne n'attaquera la Syrie sans les Américains. Personne n'aggravera le conflit ukrainien sans les Américains. Or, pour l'instant, Trump est imprévisible. Trump recule, mais il n'a pas encore totalement lâché. Bien évidemment, nous ne devons pas donner à ça plus de poids que ça n'en a. Monsieur Macron se pense, comme l'a très bien dit mon ami Clément Nguyen, il écrit comme un grand squale qui va de l'avant. En réalité, c'est un crabe qui va de travers. Au moins, il essaiera, je pense, de ne pas trop affaiblir sa fonction, et ça, au moins, ce sera à mettre à son crédit. De toute façon, par rapport à Hollande, ce sera très difficile de faire pire. Néanmoins, les réalités, comme disait Patrick Buisson, la suspension des réalités n'aura pas lieu. Donc,
il arrivera, et donc là il a pris sa première déculottée au Conseil européen, il a voulu réglementer les travailleurs détachés, on lui a dit nein, les investissements chinois, on lui a dit nein, et voir si on pouvait faire quelque chose pour les migrants, nein. Ah, il a dit quand même qu'il fallait les accueillir. Bah, de toute façon, à la fin, il faut bien dire quelque chose. Or, ce qui veut dire qu'un jour ou l'autre, n'importe quel homme politique fait connaissance avec l'Europe réelle. Et c'est ça qui va faire le retour des réalités, qui est déjà en cours. Donc, très bien. À partir de ça, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous n'avons pas enraciné notre combat dans notre peuple. Nous avons conquis Internet, nous avons déserté les rues. Tout le monde a déserté les rues. Oui. Pas que les nationaux. J'ai pas dit le contraire, mais les autres, ils ont le pouvoir. Ce qui fait une différence notable. Oui. Voilà. Moi, en tout cas, ce que les autres vont faire, je ne sais pas. Ce que les miens vont faire, au moins, je le sais. Et d'ailleurs, j'en profite pour lancer un appel à tous ceux qui voudront nous y aider. Nous allons multiplier les clubs territoriaux. Nous allons essayer d'investir dans du matériel. Et là, nous avons besoin d'aide. Pour pouvoir faire le maximum de contenu. Pour pouvoir faire des projets un peu innovants en termes de propagande. Et pour pouvoir surtout diriger des études et orienter la nouvelle génération. La première guerre que va nous faire le système maintenant, ça l'a déjà commencé, vous vous rappelez peut-être d'un ouvrage qui s'appelle Histoire mondiale de la France. Pas du tout. Qui a quasiment révolutionné le monde académique il y a quelques mois, qui a fait l'objet d'une promotion dithyrambique, journaux, télé, etc. Et qui est basé sur ce courant très intéressant, d'ailleurs au demeurant qu'est la World History. Pour eux, le début de la France, c'était la grotte de Chauvet, grâce à ses peintures rupestres. Mais savez-vous qui a fait ces peintures? C'est marqué dans le livre. Des migrants. Ah. Eh ben oui, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de frontières, il n'y a rien. Il y a des grottes, il y a des machins, des trucs, mais il y a des migrants. Et tout est à l'avenant. Et ça va servir de base à l'enseignement universitaire pour l'histoire du pays pour les 20 prochaines années. Ça a été fait quand même par un mec, professeur au Collège de France. Ils y ont mis les moyens. Ils y ont mis les moyens. Le combat de l'histoire sera certainement le premier. Il faut se lancer dans ce type de débat plutôt que de s'entretuer à l'opinel rouillé sur des querelles de ligne qui cachent des haines de personne. Des camarades à moi lanceront certainement dans les semaines à venir, en tout cas à la rentrée, une fondation de recherche qui va commencer bon an mal an, mais à un moment, il faut prouver par l'étude et par l'influence que nous sommes aptes à conquérir le pouvoir des idées. Ensuite, je tiens à... Il y a un point de ligne qu'il va falloir quand même faire. Il va falloir, par des bases territoriales, unir les différents mouvements nationaux par le bas. C'est-à-dire, en dehors de toute période électorale, faire vivre une vie nationale, souverainiste, par des événements culturels, par des événements associatifs, par des événements syndicaux, par des événements sociaux, à l'échelle territoriale. Généralement d'ailleurs à l'échelle régionale ou organisée par grandes villes. Pour que nous ne soyons pas les fantômes des périodes interélectorales. Et pour que les divisions de notre camp qui font souffrir la plupart de nos militants puissent au moins trouver des accalmies. En plus, nous avons besoin, à l'échelle territoriale, de matériel, d'hommes qui sachent faire des choses. Prenez un exemple, ce que vous savez faire. Il y a combien de mecs qui savent monter des vidéos dans le milieu national? Pas tant que ça. Et quelques-uns quand même, j'espère. Quelques-uns, mais par exemple, on va prendre un truc simple. Pour faire des vidéos d'actualité, région Grand Est, vous êtes combien? Si on prend tous les mouvements, vous êtes 4-5. Est-ce que vous vous connaissez déjà? Même pas. Bon, et ben voilà le problème. C'est ce que moi et les miens, nous allons essayer de faire pour pouvoir avoir des organisations régionales crédibles qui n'enlèvent absolument rien aux partis déjà existants, qui eux reprennent leurs droits
pendant les périodes où on a besoin d'eux. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la masse critique en dehors de certaines grandes villes si nous restons divisés. Donc il faut faire l'équivalent de ce que le FLN avait fait dans les Katibas, quoi. Mais surtout de bien comprendre que le théâtre syndical et le théâtre social sont importants, car notre combat sera interclassiste ou ne sera pas. C'est ce qui m'oppose à quelqu'un que j'admire beaucoup, donc c'est vraiment pas du tout un problème de personne, loin de là, qui est Patrick Buisson. Le désenclavement du bloc sociologique de droite avec l'adjuvant des classes populaires, oui d'accord. Ça a eu lieu, c'est tout à fait vrai. Mais ça a eu lieu dans 3 exemples qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je sais que Patrick Buisson est un intellectuel de rang supérieur, donc il le comprend très bien. On ne peut pas mettre le RPF du général de Gaulle, le retour de 58 et de l'autre côté le premier tour de l'élection de 2007. Pour une raison, c'est que le rapport de force était inversé. Sous le général de Gaulle, c'est le bloc sociologique de droite qui est venu sur s'agripper à la volonté des classes populaires qui était le retour du général de Gaulle. Je rappelle que 40% des ouvriers votaient pour de Gaulle, à une époque du Parti communiste triomphant, de 35 et 40% quand même. Alors que Sarkozy, les classes populaires ont été amenées par un discours qui était celui malheureusement de Patrick Buisson, il le sait très bien, et qui était celui aussi d'Henri Guénaud, à la bourgeoisie de droite, qui dès le début, quand on connaît l'état-major de l'UMP, on le sait, et moi je les ai fréquentés à cette époque, donc je peux en témoigner, avait prévu de spolier les classes populaires, sur tous les dossiers, immigration compris. Donc je ne suis pas totalement certain que ça puisse se faire ensuite. Il est certain que la neutralité, parce que à mon avis le but de Florian Philippot n'est pas du tout d'associer les deux électorats de la France Insoumise et du Front, c'est d'obtenir qu'il n'y ait pas 44% de gens qui aillent voter non pour Macron mais contre Marine. Je pense que c'est avant tout ça. C'est d'obtenir la neutralité d'une partie de l'électorat de gauche. Ce qui a déjà été largement obtenu. Ce qui prouve quand même que c'est pas totalement inutile. Je pense que malheureusement, c'est travailler les abstentionnistes, coûte que coûte, et travailler les classes sociales abstentionnistes. C'est ça notre chantier pour les 5 ans à venir. Nous, c'est ce qu'on va faire pendant 5 ans. Pour ça, nous avons besoin d'aide. Donc, on est assez facile à contacter. On a besoin d'aide et de matériel, ainsi que de conseils juridiques. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on va faire, c'est-à-dire radicaliser notre approche du combat culturel, aider au maximum de formation des nouvelles élites, parce qu'il faut voir une chose, nous ne gagnerons que si une partie des nôtres intègre d'une manière ou d'une autre l'élite de ce pays. Ça, c'est un passage obligé. Et à une époque, le Parti communiste avait, avec des moyens bien autres, avait des écoles de cadres pour pouvoir préparer les jeunes gens au doctorat ou à la Greg. Bien, on va essayer de faire nécessairement moins bien, parce qu'on fait ça avec des bouts de chandelle, mais nous n'avons pas le choix. Autre chose ? Non. Eh bien, très bien. Ça conclut donc cette série de 10 vidéos, d'un certain nombre d'heures passées à les faire, à les préparer, à les monter, aussi à se déplacer en voiture dans les bouchons, parce que les grandes villes sont ce qu'elles sont, ou qu'on soit beaucoup, sur le territoire national. C'était un plaisir pour moi aussi, je dois le dire, de faire. C'est grâce à toi que ça a pu avoir lieu, parce que sans ça, vrai. Et ça, on était censé vous voyez jusqu'à la fin de la vidéo, là vous avez cassé le charme de... Non mais voilà, c'est un plaisir parce que vraiment, je trouve que comme je le disais avec un ami il y a quelques jours, on n'est même pas obligé de partager toujours vos analyses ou vos ressentis, mais vous avez le mérite de pas seulement essayer de toujours refaire un peu la même soupe, mais moi c'est ce que je disais avec un autre ami. Quand on écoute Rougeron, même quand on n'est pas d'accord avec lui sur tout, on apprend toujours des choses, parce que vous citez
vous citez des auteurs qu'on ne connaît pas trop, ou des concepts qu'on n'avait pas compris, et vous faites référence à des réflexions qui ont leur intérêt. Il y a plein d'autres personnes qui font plein de choses intéressantes en dehors de vous, bien évidemment, et de vos équipes, et de vos cercles de conférences, mais c'était intéressant de faire cette série. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont apprécié. J'ai beaucoup de gens qui m'ont engueulé. Bah alors, c'est quand le prochain curé de campagne, ou la prochaine curé de campagne? Puisque dans les commentaires, on a dit que je maîtrisais mal ma grammaire. Donc voilà, on les a fait comme on pouvait, mais je crois que c'était un plaisir. Ça clôt une série. Je ne sais pas si on aura peut-être d'autres occasions d'en Ça faire sera avec d'autres. plaisir, On mais verra bien. on verra bien. Comme dit l'aveugle, on verra bien. Ma blague préférée. Je peux en faire profiter tout le public maintenant. Mais en tout cas, Dieu que c'est mauvais. on dira juste pas de qui elle vient. Mais en tout cas, voilà, c'était un plaisir, Pierre-Yves. Et puis, je pense que vous allez prochainement merci reprendre beaucoup. vos entretiens du mois, puisqu'on sort de cette campagne électorale. Et puis, au plaisir de refaire d'autres vidéos ou d'autres initiatives du même ordre ou de nature différente. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas.